Bonjour. J'ai pas entendu. Bonjour. Donc, je me présente, je suis Rodolphe Durand. Je suis professeur de stratégie à HEC et j'ai l'honneur et le privilège d'avoir créé Society and Organizations, le centre et aujourd'hui l'Institut, qui, grâce à l'équipe que vous avez rencontrée, vous propose ces expériences comme celle que vous avez vécue la semaine dernière et puis ces conférences. Voilà. SNO a été créé, Society and Organization a été créé il y a 15 années maintenant, c'était tout petit au début et aujourd'hui on est très fiers avec l'équipe, avec Romain que vous avez vu et avec toute l'équipe que vous avez croisée à Chamonix de vous proposer quelque chose d'assez unique dans le parcours dans une business school. Alors je ne vais pas être très long parce que ce n'est pas moi que vous voulez entendre, mais je voulais juste faire une petite introduction. D'abord vous féliciter pour être ici, dans cette école, et puis pour porter un message d'espoir. Certains d'entre vous peuvent penser que, effectivement, les entreprises sont responsables de beaucoup des maux que nous avons à affronter. C'est probablement vrai, en partie, mais elles sont aussi source d'espoir et de solutions, porteuses de solutions. Ce que vous avez vu la semaine dernière vous a montré effectivement la mer de glace, le réchauffement, l'ampleur de certains types de problèmes. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être aussi d'autres types de problèmes, la réduction des matières premières, qui peuvent poser des problèmes d'approvisionnement, également des soucis géopolitiques que vous savez. Et vous avez une chance, c'est d'être, bon, déjà dans cette école, ça c'est bien, mais d'être à une période pivot. Ce qu'on a appelé, avec Antoine Frérot, dans L'entreprise de demain, un livre qu'on a publié ensemble, c'est l'alliance entre un académique, un professeur et un CEO, ce qu'on a appelé la fin d'une parenthèse, c'est la décennie 2008-2020, 2020-2021, c'est-à-dire celle qui débute avec la crise financière dont vous ne vous souvenez probablement pas parce que vous étiez trop jeune, la crise de 2008 qui a quand même entraîné énormément de conséquences financières pour les entreprises et pour les États, jusqu'à la crise du Covid. Et ce qu'on dit dans ce livre, avec ce CEO, c'est que le monde financier est en train de bouger. Christopher Guérin nous dira qu'il bouge lentement, mais il est en train de bouger. Les entreprises sont en train de se poser les questions essentielles sur l'utilisation des ressources naturelles et des ressources humaines pour embrasser ces défis et trouver des réponses. Et donc, cette parenthèse-là, qui est le démantèlement, finalement, d'un modèle économique et financier qui existe depuis, on va dire, la première crise pétrolière des années 75 jusqu'à 2005, elle a en gestation probablement un nouveau modèle économique, et vous pouvez, et c'est ça la source d'espoir, être acteur de ce changement, notamment ici en Europe. Donc c'est avec cette note d'espoir, en fait, que je veux introduire notre guest speaker d'aujourd'hui, car il est le parangon, l'exemple même de ce qui peut être fait à la tête d'une entreprise industrielle majeure, dont peut-être vous n'avez pas entendu parler tant que ça, mais il va vous expliquer pourquoi cette industrie est fondamentale et en quoi on peut changer un business model sans nécessairement augmenter la top line, c'est-à-dire les ventes, rechercher la croissance à tout prix, mais pour augmenter l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, tout en réduisant les émissions de carbone et des gaz à effet de serre plus généralement. Donc, ce qu'on vous propose ici à HEC avec SNO, c'est de passer au-delà le constat, même s'il faut commencer par l'établir, pour proposer des solutions. Et c'est en ce sens-là que Christopher est exemplaire, si tu veux venir me rejoindre. Vous allez recevoir son livre. Pour aller dans le bon sens, ce livre va vous être offert à la fin, lorsque vous sortirez de l'amphithéâtre, après la conférence.
Et donc, Chris, tu as débuté ta carrière dans la chimie, puis après tu as rejoint Alcatel, et depuis plusieurs années, tu as occupé plusieurs fonctions chez Nexans, donc qui était anciennement Alcatel Câble, pour la diriger depuis 4-5 ans maintenant, et opérer cette transformation radicale qui porte le petit nom de E3, mais tu vas nous en dire un peu plus. Donc on va partir pour un voyage avec Christopher pendant 30 à 40 minutes, à l'issue de quoi je reviendrai sur scène, et puis des micros circuleront, parce qu'on veut vous entendre, lui poser des questions. Merci beaucoup, bienvenue à nouveau. Merci Rodolphe. Merci beaucoup. Alors je perds un peu ma voix, donc j'espère que ça va tenir pendant 1 heure. Donc, je suis Christopher Garin, j'ai 50 ans, j'ai démarré ma carrière comme vendeur au bas de l'échelle et j'ai changé de position à peu près de job tous les 2 ans, avec toujours des missions un peu plus complexes. Je suis très content d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être le moins technique possible. Le livre, il vous est offert gracieusement à la fin de la session. Je pense que quand vous allez le lire, vous allez dire « ouais, bof, ok ». Gardez-le. Je pense qu'en 2027, quand vous seriez déjà en position de mission compliquée, il résonnera un peu plus en vous que si vous le lisez aujourd'hui. Alors, calez un meuble, gardez-le, mais conservez-le jusqu'en 2027. Donc, je suis le patron de Nexans. Nexans est une boîte qui est cotée en bourse, qui pèse 8,5 milliards de chiffre d'affaires, 26 000 personnes dans le monde. On est présent dans 40 pays, on a 70 sites industriels. Il y a beaucoup de sociétés qui parlent de la transition énergétique. Nous, on l'a fait. Alors, on l'a fait pourquoi? Parce qu'on fait des câbles qui transportent de l'énergie. On connecte les fermes éoliennes en mer partout dans le monde. Par exemple, Nexans est en train de connecter tout l'État de New York en ferme éolienne en mer. À partir de 2030, Manhattan sera uniquement alimenté en énergie verte et 100% connecté par des câbles de Nexans. On a 100% de part de marché jusqu'en 2030 sur tout l'État de New York. On les connecte partout dans le monde, bien sûr. On participe actuellement aux alternatives de pipeline gaz. On est en train d'interconnecter l'Afrique, le Moyen-Orient avec l'Europe. On va sourcer l'électricité verte des fermes solaires, essentiellement des méga fermes solaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Et on apporte cette électricité à travers des câbles sous-marins qu'on pose sous les mers avec notre propre bateau, qui font à peu près 1500 km de longueur et qu'on pose à 3000 mètres de profondeur. C'est une alternative au pipeline de gaz, donc on va sourcer de l'électricité verte en Afrique et on va l'apporter en Europe. Et c'est des projets d'à peu près 1,2 à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et on n'est que 2 sociétés dans le monde à pouvoir faire ça. Donc on a déjà un carnet de commandes qui est plein jusqu'en 2027. Ce qui montre quand même que la transition énergétique est en train de se mettre en place. Notre bateau est capable de donc poser ses câbles en mer. Juste pour vous retenir une petite image, c'est que le poids du câble, c'est 9000 tonnes. C'est le poids de la Tour Eiffel. Donc c'est ce qu'on pose sous les fonds sous-marins tous les jours. Alors ce n'est pas de la fibre optique, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça participe à la transition énergétique. Donc ça, c'est un petit peu Nexans. C'est 8 milliards de chiffre d'affaires, 26 000 personnes. Une société qui, en 2018, allait très très mal, était proche d'une OPA hostile, de fonds de private equity et de concurrents. J'ai été nommé le 4 juillet 2018. On a renouvelé entièrement le comité exécutif pour repenser cette entreprise, une belle entreprise qui a 120 ans d'existence. On est né en 1879. On a fait les premiers câbles dans le monde pour aider Tesla, Westinghouse. Alors Tesla, ce n'était pas la voiture, c'était l'inventeur. Edison a apporté l'énergie au sein des bâtiments et au sein des premiers réseaux électriques. Donc 120 ans d'existence. Pendant 80 premières années, on était uniquement un pure player de l'électrification. C'est ce qu'on est en train de devenir aujourd'hui. Sauf qu'on a fait aussi le choix de ne plus supporter le monde du pétrole et de 100% dédier nos outils productifs à la transition énergétique, la transition durable. Voilà un petit peu la préambule sur Nexans. Alors, une société qui allait très très mal. La valeur de l'entreprise en 2018 était à 800 millions d'euros. Donc, une boîte de 8 milliards, vous pouviez l'acheter pour à peu près 800 millions d'euros. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de corbeaux autour de nous qui étaient prêts à nous racheter. Et le conseil d'administration, après ma nomination, m'ont dit tu as 18 mois pour monter la boîte avec l'équipe que tu veux. Mais il faut absolument sortir du trou. Aujourd'hui, c'est fait. La boîte vaut à peu près 4,5 milliards.
On est en tendance à 6 milliards, donc on a fait une très très belle transformation. Mais ce qu'on a voulu faire surtout, c'est de le faire avec une approche qui soit un peu plus différente que ce qu'on a l'habitude d'entendre à travers les boîtes cotées. C'est toujours le plus de volume, le plus de croissance. Nous, on l'a fait dans une logique de sobriété. Et c'est ce qui est un peu le marqueur de Nexans, c'est qu'on n'a pas fait de plan social, on a fait une très faible croissance volumique, mais on a multiplié par 4 les retours sur capital employé, et on a fait x2 sur le free cash. Et aujourd'hui, le cours de l'action qu'on avait à 18 €, il est à peu près à 80 €. Donc on a fait une très belle transformation, mais pas avec les marqueurs qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas dans le monde de la bourse et des sociétés cotées. Donc je vais vous expliquer, je vais vous guider un peu à travers ces quelques diapos sur notre manière de penser qui est un peu différente que ce qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai été moi-même ancré et inspiré par des grands, des philosophes, comme François Julien, qui est le philosophe le plus réputé dans le monde en termes de connaissances sur la Chine, philosophe français. Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste avec qui j'ai participé à pas mal de séminaires, et également Pierre Rabhi, peut-être que vous connaissez. Qui connaît Pierre Rabhi dans la salle? Voilà, Pierre Rabhi fait partie des gens qui m'inspirent beaucoup. Donc laissez-moi un peu vous guider sur ce que Nexans a fait, et surtout sur une approche méthodologique que vous n'entendrez pas par vos profs, parce que vous allez voir, c'est assez anticonformiste. Quand je vous dis qu'on a viré 70% de notre clientèle, ce n'est pas classique. Qu'on a stoppé 40% de nos produits, ce n'est pas classique. Et que sans plan social, sans réduire les frais fixes, on a triplé nos profits, ce n'est pas classique. Et que tout ça, on l'a fait sans croissance. Ce n'est pas classique non plus. Et c'est là où je vais vous emmener un petit peu à travers ce petit voyage. On l'a malheureusement vu pendant cet été. On voit que les risques d'intensité climatique sont en train de se propager à travers le monde. Je pense que même Donald Trump, qui était très sceptique, l'est un peu moins. On peut parler que c'est la fin d'un monde, ça va être la création d'un nouveau monde. Il va falloir qu'on repense un petit peu les modèles. C'est là où je pense que le monde de la finance a encore beaucoup de boulot. Moi qui côtoie le marché financier tous les jours, j'essaye de faire passer des messages, mais ça reste encore assez compliqué. Tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, dans tous les cas, c'est qu'on ne dirige plus une entreprise avec beaucoup de sérénité. Pourquoi? Parce que le monde est, désolé de l'oxymore, mais est en permacrise. Maintenant, les crises s'enchaînent. Moi, depuis que je suis nommé, il y a une crise chaque année. Que ce soit du Covid, on a une crise cyber, on a une attaque cybernétique monumentale en 2021 qu'on a dû gérer. On a 3000 employés en Ukraine. Voilà, donc l'invasion de l'Ukraine par les Russes fait que voilà, nous, on n'est pas formés en tant que dirigeants pour piloter une entreprise en état de guerre, enfin dans un environnement en état de guerre. C'est très compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis 1930, les crises s'amplifient de plus en plus. Et j'aime beaucoup cette image des signes noirs de Nicolas Taïeb. Mais ce qu'on voit, c'est que les signes noirs actuellement sont en train de nous foncer dessus, que ce soit le réchauffement climatique, une nouvelle ère pandémique, parce que d'autres virus sont en train d'arriver, la guerre de l'eau, qui devient un vrai sujet dans beaucoup de régions du monde, les inégalités sociales, le monde cyber, comme on digitalise le monde, les risques cybernétiques sont encore beaucoup plus importants qu'avant, l'endettement des pays, etc., etc. Donc on rentre en monde permacrise. J'aime beaucoup le livre de François Julien qui s'appelle « Les transformations silencieuses ». C'est un tout petit livre que je vous conseille de lire, c'est assez philosophique, mais il met en perspective la manière de penser des Occidentaux par rapport au monde, aux Asiatiques. Et qu'est-ce que nous dit François Julien? C'est que les Européens et les Américains ne sont pas mentalement préparés pour évoluer dans un monde en permacrise. Pourquoi? Parce qu'on est régi par notre éducation sur des principes de modélisation. On est plutôt tourné vers l'entreprise, donc on essaye de projeter l'entreprise vers l'extérieur. Donc vous voyez dans les entreprises classiques, on fait des budgets, on a des objectifs annuels, on essaie de les réaliser, on pense objectif, action, résultat, dans un monde supposé prédictif et linéaire, ce qui ne l'est pas du tout. Les Chinois ont une pensée différente. Alors c'est pour ça que vous avez l'image du jeu d'échecs pour les Européens, et puis vous avez le jeu de Go que vous devez connaître. Parce que dans la philosophie chinoise, on pense plus à une notion de territoire.
L'analyse de l'environnement externe avant tout. Dans quel environnement j'évolue avant de penser à mon entreprise? Quel est le potentiel de situation que je peux avoir dans cet environnement qui est mouvant? Chaque crise, il va y avoir, dans tous les cas, on est obligé de penser temps long. Parce qu'on a très peu de chances de se tromper sur un temps long de 10 ans, on a beaucoup de chances de se tromper sur un temps court. Et dans le temps court, il y aura des crises. Dans la philosophie chinoise, la crise est une opportunité d'accélérer ou de repenser le modèle de l'entreprise. Et les Chinois n'avanceront que quand ils seront sûrs de gagner. La Chine va envahir Taïwan uniquement quand ils seront sûrs de gagner. C'est un peu la philosophie chinoise. Et surtout, c'est pourquoi la vision chinoise est certainement la plus adaptée au monde actuel, c'est qu'ils sont en adaptation permanente dans un monde imprévisible. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de frictions dans le monde financier, avec cette pensée européenne et américaine qui n'est certainement pas adaptée à vivre dans un monde de plus en plus imprévisible qu'on appelle en permacrise. On a 300 grands managers de chez Nexans qui pilotent nos unités. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, ils sont à bout de souffle. Tout ce qu'on leur a appris depuis des années ne marche plus. Et que le niveau de complexité de pilotage d'une entreprise est monté puissance 10. On a même des gens qui refusent des postes à forte responsabilité. Pourquoi? Parce que forte responsabilité égale plus gros salaire, meilleur statut plus important, mais surtout un nid d'emmerde incroyable. Donc le nid d'emmerde est tellement important qu'on préfère refuser le poste. Et pourquoi, globalement, qu'est-ce qui se passe? Ils souffrent d'énormes injonctions paradoxales. Un jour, on leur parle volume, après, on leur parle environnement. Un jour, on leur parle profit, après, on leur parle environnement. On peut leur parler croissance, parfois tout le temps, et après, on leur parle de sobriété. Productivité versus social. Ressources infinies, non, mais attention, maintenant, il faut penser en contrainte. Tous les jours, les managers reçoivent des messages paradoxaux, des injonctions contradictoires. Et ils doivent se travailler avec ça. En plus, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un monde linéaire. Les crises s'empilent, comme je vous l'ai dit, climatiques, géopolitiques, sanitaires, cybernétiques, économiques, sociales, potentiellement du terrorisme dans certains pays. Donc, déjà, les deux ne fonctionnent pas. Alors, en Europe, on a un mauvais réflexe, les indicateurs. Voilà. Dès qu'on a un problème, on sort un indicateur. Commission européenne, il faut réguler l'environnement, pas de problème. On va sortir une batterie de 750 indicateurs. À partir de 2024, toutes les entreprises devront répondre à la CSRD, qui est de remplir des fiches qui couvrent 750 indicateurs. Pour une boîte qui fait 8 milliards ou des boîtes du CAC 40, ce n'est pas un gros sujet, parce qu'on a des équipes. Mais pour des boîtes qui font que 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, faire des reportings, piloter des reportings de 750 indicateurs, faut embaucher une personne à temps plein. Donc ça devient un peu compliqué. Donc, dans le monde de la finance, notamment en Europe, on a une obsession de la mesure. On silote, on met des indicateurs, on les multiplie, sans aucune analyse de corrélation. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que les fonctions ne travaillent pas ensemble. Fonction RH, fonction finance, fonction marketing, tout ça est dans son petit monde et qui refuse la notion de convergence. L'ESG européen, on a besoin de régulation. Mais le problème que j'ai, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est que l'ESG en Europe, c'est 1500 indicateurs et c'est 2000 labels. Voilà, donc alors nous, on a des labels. Quand je vais voir des investisseurs financiers, je n'ai jamais le bon label. Donc les labels, c'est comme les magnets sur un frigo. Donc on en a plein, mais on n'a jamais le bon. Donc ça, c'est un petit peu la problématique qui fait que le management à l'heure actuelle, dans beaucoup d'entreprises, il y a rarement un dirigeant qui vous dira autre chose, est un peu à bout de souffle. Parce qu'il faut piloter les injonctions paradoxales, il faut piloter son entreprise ou son unité dans un monde en permacrise ou sa start-up. Et en plus, on a cette notion de silotage et d'obsession à la mesure. Donc on a commencé à réfléchir par rapport à ça sur comment aider nos managers à penser différemment. Donc déjà, on s'est dit, quels sont les challenges du monde actuel? Donc les injonctions paradoxales. Donc nous, ce qu'on a fait, on s'est dit, il faut qu'on pense en temps long. Donc on a une logique de planification à 10 ans. Voilà, qu'est-ce que l'entreprise va être à 10 ans?
Notre purpose, c'est Electrify the Future, donc vraiment électrifier le monde, mais dans une logique de réparation. C'est-à-dire que hors de question pour nous de supporter le monde du pétrole, on veut le faire dans une logique de soutenabilité pour le monde et de le faire uniquement à travers les énergies renouvelables. Donc une planification sur un temps long, et on a réduit tout ce qui est logique, court-termiste, budgétaire, pour être un peu plus intuitif. On sait dans tous les cas que voilà, 2024, il va y avoir une nouvelle crise. Alors, est-ce qu'elle sera beaucoup plus économique, sociale ou climatique? Je suis incapable de vous le dire. Mais il y aura une crise, c'est évident. Donc, l'intuition pour le temps court, la planification pour le temps long. La fin de l'ère de l'abondance. On forme actuellement nos équipes à penser sous l'ère de la contrainte. Maintenant, on leur a dit, c'est fini. Vous ne pouvez pas avoir autant de matière que vous voulez, et votre empreinte carbone est un indicateur de performance. Donc on va vous obliger à continuer d'améliorer vos profits, mais avec des quotas carbone qui vont réduire tous les ans. Et on va vous apprendre à travailler dans une logique de contrainte. L'ère de l'abondance est terminée, vous rentrez dans l'ère de la rareté. Tout coûte cher. Il va falloir que vous pensiez votre modèle économique dans cette logique de contrainte. Je reviendrai dessus, bien sûr. La complexité. Les entreprises ou les fonctions, généralement, fuient la complexité. Alors que quand on lit Edgar Morin, on dit la complexité, quand elle est maîtrisée, peut être un formidable atout. Donc on explique justement à nos managers qu'il faut penser un peu plus systémique. On ne veut pas juste d'un profil à côté, et puis le lundi ou vendredi, et puis le samedi, penser à l'environnement. Il faut qu'on pense de manière globale. Il faut qu'on repense les choses de manière globale avec moins d'indicateurs et beaucoup plus de simplicité. En France, vous avez dans le monde un institut qui s'appelle l'Institut Gallup et qui analyse le taux d'engagement des salariés dans l'entreprise. Alors j'étais il y a 2 mois en Colombie. La Colombie fait partie des pays où le taux d'engagement des employés est le plus élevé au monde. Vous avez à peu près 80% des employés qui vont au boulot tous les matins engagés, contents d'aller bosser. Les 2 pays dans le monde qui sont les plus bas notés sont désormais l'Italie et la France, avec un taux d'engagement de 6%. Donc, on se demande pourquoi en France, on est quand même un pays développé, une belle infrastructure, un pays magnifique, pourquoi le taux d'engagement de nos employés en France est seulement de 6% de manière générale, toute société confondue, alors que quand vous allez en Colombie, il est de plus de 70%, vous allez aux États-Unis, il est à peu près à 35%, et en Allemagne, il est à 25%. Donc il y a quand même, dans certains pays, un phénomène de désengagement qui est beaucoup plus profond que d'autres. Et c'est pareil, on essaye de repenser l'entreprise avec un peu moins de rationnel, des indicateurs, des objectifs, des résultats, et essayer de repenser dans un imaginaire un peu plus commun. Et comme moi, je pilote une entreprise qui est faite de 50% de col bleu et 50% de col blanc, il faut faire aussi émerger cet imaginaire auprès des ouvriers qui sont sur les machines tous les jours. J'ai même échangé avec le gouvernement français il y a 2 ans en leur faisant passer le message d'arrêter de parler de télétravail, parce que vous avez toute une frange de population qui ne vit pas à travers un ordinateur, qui fait tourner des machines ou qui fait tourner des supermarchés. Et cette France-là, elle va au boulot, au turbin, tous les jours. Donc il faut pouvoir leur parler. Repenser l'imaginaire de l'entreprise, repenser un récit d'entreprise qui va surpasser toutes les crises est également un élément sur lequel on a beaucoup bossé, et je vais revenir dessus. Alors on a fait un petit exercice avec 20 de mes managers, c'est qu'on a on a regardé toutes les formations Executive Education dans le monde, HEC, IMD, INSEAD, Stanford, Columbia, Harvard, pour regarder s'il y avait des formations disponibles qui pensaient de manière systémique, économique, environnementale et sociale. Pour envoyer, on ne voulait pas créer en base zéro, nous, cette formation. On dit, j'ai besoin d'une formation qui ait cette vision un peu triple P, Profit, People, Planet, pour aider nos managers à penser global et systémique. On n'en a pas trouvé. On a trouvé des formations formidables sur la partie financière. On a trouvé des formations formidables sur la partie sustainability.
d'autres sur le thème du social, mais on n'a pas vu une formation qui, en moins de 15 jours, peut apporter les 3 logiques ensemble. On a lu 150 bouquins dans plusieurs langues. Pareil, chercher un bouquin qui pouvait reproduire un peu cette approche systémique. On n'en a pas trouvé. J'ai interviewé moi-même 40 CEO. C'est un benchmark qui n'est pas exhaustif, mais à part Jean-Pascal Tricoire de Schneider Electric, sur lequel il y a vraiment énormément de matière, de contenance, de contenu, de puissance, le reste, j'ai eu beaucoup de bullshit, beaucoup de greenwashing. Donc on s'est dit vraiment comment on passe du greenwashing au green acting. Comment, en tant qu'entreprise cotée, on peut faire bouger les choses et comment on peut repenser un modèle qui est un peu plus systémique. Donc comme on n'a pas trouvé de solution en externe, on s'est dit on va regarder en interne. On va regarder en interne et on va analyser l'ensemble de nos unités à travers le monde, 70 unités, pour voir un peu comment elles performent. Et depuis 2018, on a segmenté nos unités en plusieurs catégories d'un point de vue économique. On a nos activités qui tournent très très bien, qu'on appelle les profit drivers. Vraiment des activités qui, depuis des années, performent bien d'un point de vue financier. Et puis à l'opposé, il y a plusieurs catégories, mais à l'opposé, on a les value burners. Les value burners, tout est dans le titre, ces activités qui sont sous l'eau, qui génèrent peu de cash, qui vont très très mal. On a fait une analyse statistique, on a pris les profit drivers, donc qui sont très positifs sur la partie bleue, sur la partie économique, et on a commencé à regarder comment elles performaient d'un point de vue environnemental. Et là, force est de constater que dans 90% des cas, non seulement elles sont bonnes d'un point de vue économique, mais elles sont également bonnes d'un point de vue environnemental. Soit parce qu'il y a des taux de recyclage de matières premières qui est très élevé, voire à 100%, des émissions de CO2 qui sont en baisse, des équipes marketing qui pensent en éco-design, il y a quelque chose de fondamentalement bon. Donc, quand on a regardé la partie engagement, alors là, on a vu des choses encore plus intéressantes. Dans 100% des cas, les activités profit driver ont un taux de diversité plus élevé que la moyenne du groupe. Un taux de féminisation des instances dirigeantes de 10 points supérieur au groupe, des taux d'absentéisme qui sont à 2-3% alors que le groupe est à 5%, et des taux de formation et d'engagement des fournisseurs qui sont les plus élevés par rapport au groupe. On s'est dit, là, coup de bol ou pas coup de bol? On a regardé les value burners. Non seulement les value burners sont des brûleurs de cash, mais sont également les entreprises qui polluent la planète, pour nous. Ce sont des activités, par exemple, on a à peu près 10 usines qui font 40% de nos émissions des émissions de CO2 dans le monde. Il n'y a aucun facteur exogène qui leur donne une excuse par rapport à ça. C'est juste non managé, non géré et non managé. Oui. Donc, une empreinte carbone catastrophique, l'économie circulaire, ils ne connaissaient pas le mot, et puis la gestion des déchets est également catastrophique. Ce qui était très intéressant, c'est que quand on a pris ces value burners, on a regardé d'un point de vue engagement, on a vu que le taux de diversité était à la cave, il n'y avait rien. Taux de formation, les budgets avaient été squeezés, il n'y en avait plus. Niveau de sécurité et d'absentéisme catastrophique. Donc on s'est dit, il y a quelque chose. Dans nos équipes profit driver, il y a des équipes de management qui intuitivement pensent de manière systémique à travers les 3 cercles. Et c'est comme ça que le modèle E3 est né. On a pris notre exemple de Nexans Suède, qui est une entreprise qui gagne depuis 10 ans un très bon niveau de génération de profit, de retour sur capital employé, une croissance de la rentabilité qui se fait surtout à travers la valeur plus que le volume, des très faibles émissions de CO2, 100% des achats d'électricité d'origine renouvelable depuis déjà 8 ans, hein, donc ils n'ont pas attendu les modes actuels, des certifications ISO 50001 qui sont les plus restrictives d'un point de vue environnemental, des taux de diversité très haut niveau, hein, une féminisation beaucoup plus importante que la moyenne du groupe, taux d'absentéisme très bas. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est la Suède. Bon, on a le même résultat avec Nexans Ghana et on a le même résultat avec Nexans Colombie. Donc il n'y a pas de facteur géographique. Par contre, on a vu qu'il y avait un facteur managérial très fort. Que le point commun de ces unités qui sont dans une logique E3, donc économique positif, environnemental positif et engagement positif, ils ont un vecteur commun, c'est qu'on a des patrons ou des patronnes qui sont engagés d'un point de vue valeur personnelle sur ces 3 thématiques.
Alors, quand on est une boîte cotée, moi je peux parler d'environnement à mon conseil d'administration, mais dans mon conseil d'administration, il y a la BPI d'un côté, et puis il y a un gros fonds chilien qui est très capitalisme carbonifère. Donc si je parle trop d'environnement, il y a un moment donné, ma DLV, ce qu'on appelle la DLV, la date limite de vente, va être vite dépassée, parce que si vous avez un dirigeant d'une boîte cotée qui vous parle beaucoup d'environnement avant de parler de profit, ben, généralement, il ne va pas rester longtemps. Donc il faut absolument qu'on trouve un moyen de coupler les deux. Il fallait absolument, comme l'entreprise, je vous l'ai dit en introduction, était en risque d'OPA hostile, il fallait absolument trouver un moyen d'améliorer la profitabilité avant tout, sans pour autant nous tirer une balle dans le pied sur la partie environnementale et sur la partie sociale. Alors, je vais vous faire un petit aparté théorique. Bon là, c'est pour ça que ça ne va pas trop vous parler aujourd'hui, mais ça vous parlera après quelques cours de finance. On a changé un peu d'air au fil des 30 dernières années. On avait, dans le monde financier, on avait l'ère pré-industrielle où la logique, c'était productivité individuelle. On est avec Frédéric Taylor, voilà, le haut pense, le bas exécute, productivité individuelle, l'objectif, amélioration du coût variable par le plus de volume. Après, on est passé dans l'âge industriel. Et dans l'âge industriel, alors si vous entendez un prof qui vous dit « il faut plus de volume pour absorber les frais fixes », il faut le shooter. Parce qu'il n'y a pas plus idiot que cette phrase qui existe depuis plus de 30 ans et qui a poussé en fait, le monde à être dans l'ère de l'abondance. Déjà parce qu'une frais fixe, par définition, dans une entreprise, ne sont jamais fixes. Et ça, c'est tout le problème des entreprises aujourd'hui. La conquête du volume. Ça a démarré dans les années 70 et ça ne s'est jamais arrêté. L'ère de l'abondance. Toujours le plus de chiffre d'affaires, le plus de chiffre d'affaires. On est passé dans l'ère industrielle à travers cette notion d'économie d'échelle. Et c'est ce qui nous fait le plus mal aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, Nexans est une des rares boîtes cotées en Europe qui ne met pas d'objectif de croissance. Ce qui gêne énormément les analystes financiers. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont des modèles à remplir. Et il faut un target de croissance. Nous, on dit non. On a des objectifs de profitabilité, mais la manière dont on va atteindre la profitabilité, ce n'est pas votre problème. C'est le nôtre. Et si on veut améliorer notre profitabilité sans croissance volumique, c'est notre choix. Mais il y a très peu de sociétés qui pensent comme ça et qui se mettent en position de conflit avec les analystes financiers. On rentre de plus en plus dans une logique d'âge de post-industriel, où en fait, les coûts fixes ne sont pas les éléments les plus importants de l'entreprise, non plus les coûts variables. Aujourd'hui, c'est les coûts de complexité. Comme on sort d'une abondance, d'une ère d'abondance de 30 ans où le plus de clients, le plus de produits, le plus était nécessaire, en fait, depuis 20 ans, le coût de complexité n'a fait que monter. Et c'est là où les entreprises européennes essentiellement sont assez mauvaises sur cette notion de coût de complexité. Les américaines sont plus avancées. En fait, plus vous avez de clients, plus vous avez de produits, plus vous avez de services à offrir, plus votre indice de complexité est fort et plus vous perdez d'argent. Mais il n'y a aucune norme comptable qui vous le met en avant. Et c'est pour ça que c'est un concept qui est peu connu. Je vais vous donner un exemple qui est l'iPhone. Alors vous allez me dire, bien sûr, quand on passe de l'iPhone 14 à l'iPhone 15, la logique d'Apple, c'est de faire plus de profit. C'est évident. Il y a un objectif mercantile avec l'iPhone. Mais en tant qu'industriel, moi, je vois aussi la logique industrielle. La logique industrielle entre Apple et Foxconn, qui produit les iPhones, c'est qu'une famille annule la précédente. Pour que l'indice de complexité en production industrielle soit toujours le même. Vous n'allez pas empiler des productions d'iPhone 13, 14 et 15 en même temps. Alors bien sûr, vous voyez le côté, on voit tous d'abord le côté mercantile. Ben oui, mais ils augmentent les prix, etc. C'est sûr, mais ils ont réussi à coupler les deux. L'arrêt de production des anciennes familles permet de conserver un indice de complexité bas. Et c'est pour ça qu'ils génèrent beaucoup de profits. En plus de la notion de pricing. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer aujourd'hui. On essaye de former des ETI françaises en disant « mais le plus de volume, le plus de produits va vous générer plus de complexité et va vous générer des pertes financières. » Et c'est ce que Nexans a démontré à travers ses résultats. Alors comment on fait ? Je vais faire très très rapide. Qui a fait un emprunt bancaire récemment ?
pour payer ses études. Bon, voilà. On va prendre un exemple d'emprunt bancaire parce qu'en fait, on a été benchmarké il y a quelques années, nous, le secteur bancaire et le secteur de l'assurance, pour voir comment ils profilaient les clients. Et en fait, on s'est dit, voilà, les clients ne sont pas égaux. Il va falloir qu'on détermine les bons clients des mauvais. Et comme pour un emprunt bancaire, le banquier auquel vous avez fait face vous a posé une trentaine de questions, à vous et à vos parents, etc., pour vous profiler, pour profiler le potentiel de votre évolution au cours de la vie des 10 prochaines années, parce que vous êtes un client potentiel ou pas. Cette notion de profiling, nous, on l'a pris. On l'a pris, on a pris en fait ce que fait le monde de l'assurance et le monde bancaire dans le profiling des clients individuels, et nous, on l'a fait sur des clients industriels. Donc voilà, donc on a passé nos 17 000 clients au filtre d'une trentaine d'indicateurs. Des indicateurs financiers, bien sûr, des indicateurs stratégiques, des indicateurs environnementaux. Et on a fait un système de scoring parce qu'on s'est dit avec les vendeurs, il va falloir faire des choses simples. On ne va pas montrer voilà, toute la mécanique qu'on a derrière. On va faire un truc super simple. Il y a les clients Platinum, les Gold, les Silver, les LED. Et on a fait la même chose sur nos catégories produits et services. On se dit, si on avait à repenser l'usine de zéro, quels sont les produits ou services cœur métier, premium, adjacents au premium et le reste. Et on en a fait, voilà, on a croisé ces catégories-là. Et en fait, on a eu une fantastique opportunité, un peu comme dans la pensée chinoise, c'est que le Covid est arrivé. La Covid est arrivée et on s'est dit, on a expliqué à nos équipes, parce qu'on avait pris l'analyse statistique de la pandémie de 1968. Et quand vous regardez l'analyse statistique de la pandémie de 1968, vous vous apercevez qu'il y avait eu 4 vagues successives avec un écart de 5 mois entre chaque vague. Alors tous les experts médecins qui sont passés sur BFM au moment du Covid en expliquant que ça va durer 2 mois, etc., en fait, il fallait regarder les statistiques de 68, il y avait tout écrit. Première vague, mars 2020, deuxième vague, octobre 2020, mars 2021, octobre 2021. Exactement ce qui s'est passé en 68. Donc nous, on l'avait pris en mars 2020. On a pris les statistiques de 1968 de la pandémie qu'on a couplées avec la crise économique de 2008 pour voir un peu comment ça pouvait évoluer. Et on a expliqué à l'ensemble de nos équipes en mars 2020, au moment où Emmanuel Macron expliquait qu'on était en état de guerre par rapport à la Covid, on a dit, écoutez, c'est très simple, c'est une crise systémique. La crise sanitaire va générer une crise de revenus, la crise de revenus va générer une crise de marge, la crise de marge va générer une crise de cash, la crise de cash va générer une crise sociale. Licenciement, licenciement, licenciement. Donc, on a dit à nos équipes, c'est très simple. On va aller à la maximisation du cash. Pour éviter une crise sociale, il faut qu'on sorte le maximum de cash. Et les seuls clients qui peuvent nous aider à aller dans cette voie-là sont les clients Platinum. Donc, le message qu'on a fait passer, c'est vous virez tous les autres clients. Vous vous concentrez uniquement sur 4000 clients Platinum que vous allez servir, sur les 17 000 clients qui font 100% du chiffre d'affaires de Nexans aujourd'hui. Donc on a viré 13 000 clients en 6 mois. On a viré 40% de nos produits en 6 mois. Et on n'a jamais fait autant de cash de toute l'histoire du groupe en 20 ans. Jamais. Jamais. En fait, avec moins de chiffre d'affaires, moins de volume, avec des niveaux d'usine qui étaient chargés à 85% au lieu de 100% ou 105%, on n'a jamais généré autant de profits que là. Et c'est là qu'on a eu le déclic, que la sobriété et une forme de décroissance peut être profitable si vous réglez ce problème du nombre de clients et le nombre de produits. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont vous dire « on a viré 80% de notre clientèle ». Trouvez-moi le bouquin qui vous explique aujourd'hui qu'il faut virer 80% de sa clientèle pour être plus rentable. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on est un peu, Nexans est un peu surprenant par rapport à ça, parce qu'on fait des choses qui sont disruptives par rapport à tout ce qu'on a appris. Nos résultats, ils parlent d'eux-mêmes. On est parti avec, de 2009 à 2018, l'EBITDA n'a jamais dépassé 320 millions d'euros. Donc maintenant, on est à 2022, on est à 600, on est en tendance à 700 en 2023. On continue avec un taux de croissance de 1%, 1% uniquement. Mais le 1%, ce n'est pas du volume, c'est que de la valeur. Les retours sur capitaux employés sont passés de 9% à 21%. Sur la partie électrification, on est même à 35% en partant de 9%. Donc, en plus, les rotations d'actifs sont bien meilleures.
L'entreprise, entre 2014 et 2018, a généré 500 millions de free cash. Là, on a déjà généré 1,2 milliard. Et cette année, on va battre des putains de records. Encore et encore. Sans croissance. Donc, ça montre bien que d'un point de vue économique, on peut générer des résultats sans passer par la case croissance. Alors, c'est sûr que quand vous montrez ça à des analystes financiers qui remplissent des modèles, et que les modèles s'appuient uniquement dans une logique d'air d'abondance, de ressources infinies et de toujours plus de croissance, ça bug. Avec nous, il bug. Ça ne fonctionne pas. Donc pour ça qu'on ne s'entend pas très bien. On a beau leur faire des masterclass sur notre programme de transformation qui s'appelle Shift, transformation économique, ils sont englués dans leur modèle, donc ça ne marche pas. Donc c'est pour ça que ça reste un peu compliqué. Heureusement que nos investisseurs qui nous suivent, qui sont bardés de mathématiciens et d'analystes, eux comprennent ce qu'on fait. Je vais parler du deuxième E, qui est l'environnement. Alors j'adore cette phrase, qui n'est pas de Stanislas, en fait, qui a été avant tout de Voltaire, qui résume beaucoup de choses. Dans une avalanche, aucun flocon se sent responsable. Quand vous regardez les problématiques de réchauffement climatique, en fait, personne ne se sent vraiment responsable parce que là, le sujet est tellement énorme qu'on se dit le peu qu'on fasse nous-mêmes, c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble. Mais on a fait passer à l'objectif, à nos managers, a dit on n'est peut-être pas une très grosse entreprise. On n'est pas Walmart, on n'est pas Apple, mais on doit faire quelque chose. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des activités qui performent économiquement de manière très positive et d'un point de vue environnemental font des bonnes choses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose. On a commencé à segmenter. Un peu comme je vous ai dit, il y a la notion de profit driver, value burner. Il y a les pollueurs, il y a les non-pollueurs. Par contre, on a quand même expliqué, on s'est dit, voilà, il y a un contexte structurel ou de pays. Vous êtes en France, vous avez accès, pour nos usines françaises, à une énergie décarbonée grâce au nucléaire. Donc c'est quand même un atout par rapport à des... Quand je vais à Nexans Maroc, ils n'ont pas accès à l'énergie renouvelable. Donc, on a dit, il faut qu'on tienne compte du contexte géographique et structurel de chacune de nos unités. Après, il y a la performance environnementale de l'entreprise, de chaque unité. Et voilà, donc on a segmenté ça. Et puis ce qu'on voit surtout, c'est que, vous le voyez ici à droite, là, sur l'histogramme, vous avez à peu près 40% de nos émissions de CO2 qui sont émises par nos unités, mais qui ne font que 20% du chiffre d'affaires. Et pourquoi ? Donc, ces entreprises-là, ces unités-là, on leur dit maintenant, vous avez un double objectif, améliorer votre profitabilité comme tout le monde, mais vous avez un objectif de quota carbone de moins 10 à moins 15% par an. Le fait d'avoir une double contrainte de dire, je suis obligé d'être plus profitable que l'année d'avant, mais je n'ai pas le droit de le faire dans une logique d'air d'abondance, de plus de volume, les oblige à repenser leur modèle économique en disant quels sont les clients et les produits qui permettent de répondre à la double contrainte économique d'un côté et environnementale de l'autre. Et cette notion de contrainte, en fait, libère beaucoup les chakras, mais déjà force à faire de la résolution de problèmes un peu plus complexes que juste pousser des indicateurs. Et c'est ce qu'on fait à travers l'environnement. Et c'est pour ça que je reprends la courbe de profit de Nexans. Ce que vous voyez, plus 84%, ça fera du plus 110% cette année, mais les émissions carbone, c'est moins 28%. Pourquoi ? Parce que comme on n'a pas, personne chez Nexans a un objectif de croissance volumique, personne n'a un seul incentive en croissance volumique. On a juste des incentives sur la profitabilité et sur les émissions de carbone. Ce qui fait que l'amélioration de profit continue de monter, donc ma DLV, le conseil d'administration est content, parce que la profitabilité est là, mais en plus, on est capable de résoudre cette équation de l'émission de carbone et de la réduire à moins 28%. Ça, c'est le deuxième E de l'E3. Le plus complexe, c'est l'engagement. Comme je vous l'ai dit, par pays, la situation n'est pas la même. Donc, il y a un gros sujet culturel, de manière générale. Nos valeurs. Bon. Alors, beaucoup de boîtes disent « c'est bon, j'ai ma raison d'être ». Ouais, quand vous êtes à votre raison d'être, vous n'en êtes qu'au début. La question, c'est comment la raison d'être d'une entreprise percole du plus haut au plus bas de l'entreprise. Comment on en fait une vraie valeur pour tout le monde. Comment on s'assure que tout le monde la connaisse et comprenne sa signification. Donc il y a vraiment une logique derrière pour être sûr que la raison d'être percole au niveau de l'entreprise. Les comportements de vos leaders doivent être exemplaires par rapport à ces valeurs-là. Les systèmes de notation, les processus, les RH,
RH, c'est la fonction qui m'énerve le plus, moi, chez Nexens. Et RH, ils sont plus sur le mot ressources que sur le mot humain. Voilà. Les RH, maintenant, c'est des batteries d'indicateurs. Moi, je les appelle les RH zombies. Ils sont derrière des PC à faire des suivis des indicateurs. Alors que là, on a fait rentrer, là, on s'est dit, en France, on a un problème beaucoup plus profond que dans d'autres pays. Là, on a 10 sociologues en entreprise qui sont en France en train de faire le tour de nos unités pour faire émerger les choses. On dit on a un problème d'engagement en France comme n'importe quelle société en France. Mais nous, on veut faire quelque chose. Pourquoi est-ce plus compliqué d'avoir un taux d'engagement en France par rapport à la Colombie, le Ghana, le Côte d'Ivoire ou même les États-Unis? C'est pas possible. Et donc, ils ont été interviewés. Ces sociologues d'entreprise ont été interviewés. Ils ont fait un peu du micro-trottoir. Ils ont interviewé, ils ont été à la base, hein. Pas les managers. Ils ont été comprendre un peu l'environnement ouvrier. Alors, il y a quand même un rejet du monde des cols blancs de la part des cols bleus, hein, de ceux qui ont fait des grandes études, de manière générale, parce qu'ils se considèrent que, comme eux n'ont pas fait de grandes études, ils ne se considèrent pas écoutés. Donc ça, cette notion d'écoute, c'est quelque chose qui ressort beaucoup de ces entretiens-là. Il y en a beaucoup qui nous disent vous savez, les patrons, c'est comme les trains, il y en a tous les jours. Moi, j'en laisse passer 2-3, je verrai si le 4e est plus intéressant que les autres. Ou on a entendu aussi, les patrons, c'est comme les mouettes, ça nous survole au-dessus de la tête, ça braille et ça nous chie dessus. Ça nous chie dessus. Donc, voilà, c'est ce qu'on entend du monde ouvrier. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est comment repenser l'imaginaire de l'entreprise à travers leur prisme à eux. Et on s'est dit, ce n'est pas de raconter des belles histoires, ce n'est pas l'électrification du monde. Nos sociologues nous ont dit, voilà, c'est l'héritage. Pour cette population-là, pour beaucoup de populations, c'est l'héritage. D'ailleurs, c'est la jeune génération qu'on avait interviewée en 2018. On avait interrogé les moins de 30 ans dans l'entreprise et ils nous avaient dit, on a un petit problème chez Nexens, c'est qu'il y a cette notion d'hypertrophie du présent. On parle de l'année d'avant, l'année d'après, budget. Mais nous, on est des jeunes. Si on est dans une boîte industrielle, c'est qu'on ne veut pas aller dans le monde de la start-up. Mais quelles sont les racines de la boîte? Donc, quelle est l'histoire de la société? Et quelle est la projection à 10 ans de la société? Et grâce à ce retour de la jeune génération, on a fait un film formidable, que vous pouvez aller voir sur le site internet, qui retrace les 120 ans d'existence. Et la parallélisation de l'histoire de Nexens avec l'électricité du monde, qui nous a valu le prix du film d'entreprise de Deauville il y a quelques semaines. On l'a fait avec passion, avec des historiens, des documentalistes, des retraités de Nexens, et on a raconté les 120 ans de Nexens. C'est un film formidable de 15 minutes. Et on a aussi, bien sûr, projeté l'entreprise à 10 ans, à travers des interviews, à travers des pitchs que j'ai faits. Une notion d'héritage, important. Le futur, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on fait pour la société petit s et la société grand S? C'est comment nous, on contribue en tant qu'entreprise à la transition énergétique du monde. Quelle va être notre contribution à notre échelle? Quelles sont nos ressources, nos matériels? Pour le monde ouvrier, c'est l'usine. Comme ils nous ont tous dit récemment, il dit un manager qui est diplômé, il va rester 2-3 ans dans une usine. Tandis que nous, on va y passer 15-20 ans. Donc, pensez l'usine de demain avec nous, col bleu, pour projeter vraiment l'outil nécessaire pour notre développement. Et bien sûr, les valeurs, l'immatériel, l'intangible, le comportement et le rituel. C'est ce travail en profondeur qu'on est en train de faire sur la notion de culture, croyance, symbole et rituel de Nexens. Alors, je vais vous montrer un petit exemple parce que, concret, c'est qu'on avait fait un petit exercice, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a de moins en moins de grèves dans les entreprises. Il y a de moins en moins de mouvements collectifs. Pourquoi? Parce que les syndicats sont de moins en moins représentatifs du monde des salariés de manière générale. La grève, elle s'exprime autrement, elle s'exprime par le taux d'absentéisme. Et le taux d'absentéisme en entreprise est en train de monter tous les ans d'à peu près 1 point. Encore plus fort en France qu'ailleurs à cause du taux de désengagement. Donc on a analysé sur l'ensemble de zones unités les évolutions de taux d'absentéisme, unité par unité sur une période de 3-4 ans. Voilà, on a une usine 1 qui, depuis 10 ans, avait de manière endémique un taux d'absentéisme courte durée de 10%. Je dis courte durée, c'est-à-dire qu'on met de côté les longues maladies.
Et nous, voilà, on s'aperçoit que là, il y a une évolution de courbe assez impressionnante. Usine 3, pareil, la courbe d'absentéisme en moins de 2 ans chute, alors que l'usine 2, c'est l'inverse. Donc on s'est demandé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a généré ces points d'inflexion positifs ou négatifs dans chacune des unités? Et en fait, on a trouvé, on s'est dit, on va positionner quand est-ce qu'il y a eu un changement de management. Et Eureka, dans 95% des cas, les évolutions de changement, les inflexions de courbe sont 100% liées au changement de management. Donc du coup, on a été voir les managers qui ont fait ces mouvements, à la hausse, à la baisse. Alors ce qui était super intéressant, alors l'usine 1 est bien sûr un bon exemple, mais l'usine 2, l'usine 3 et l'usine 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en Allemagne, là. On est dans une usine qui était à Nuremberg, et le patron de l'usine, là, est muté dans l'usine 2. Voilà, donc il quitte son usine dans laquelle il était depuis 5 ans, avec un taux d'absentéisme à 8%. Il bascule dans une usine qui est juste à 10 km de distance, donc il n'y a pas de changement culturel. Il arrive avec un taux d'absentéisme à 2%, et en moins d'1 an, il le monte à 8%. Exceptionnel. Une star. Alors on l'a gardé. C'est un peu comme la souche du virus, on veut voir comment il évolue. Donc on codifie ses pratiques. Donc en fait, voilà, on a un guide, un anti-guide de ce qu'il ne faut pas faire. Et cet homme est exceptionnel. Incroyable. Meilleur manager du monde. Même si vous arrivez, vous êtes jeune, vous êtes super engagé, en 3 mois, vous êtes mort. Vous voulez partir. Voilà. C'est la souche du virus, c'est notre... Voilà, on l'appelle Herbert, ce n'est pas son vrai nom, mais on l'adore. Exceptionnel. Et bien sûr, on a été codifiés ceux qui vont dans le bon sens. Et en fait, globalement, pour booster l'engagement, on n'en est pas là, on n'en est qu'au début, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est que les meilleurs managers, peu importe leur âge, leur sexe, leur expérience, considèrent qu'ils ont un devoir de traduire la vision de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, là où ils sont. Et c'est ce que font les meilleurs managers. C'est-à-dire, il y a la vision de l'entreprise, du groupe, et ils se disent, moi, je vais faire la vision de l'usine. D'où l'usine vient. Ils mettent un peu un retour en arrière, l'héritage de l'entreprise. Cette usine, par exemple, dans les Ardennes, est née en 1920. Voilà, donc ils font l'histoire de l'usine et ils reprojettent. Tout ce qu'on fait au niveau du groupe, ils le font au niveau d'une usine pour actionner la notion d'éclairage et de vision. Le client dans l'usine. On arrête une usine toute une journée, on fait venir le premier client de l'usine. C'est le client qui parle à nos équipes, pas le management. La sécurité, les forums employés, on fait émerger les problèmes auprès de nos employés, les évolutions de compétences. On n'a jamais, chez Nexans, on a un dialogue social. La CGT nous adore, Force ouvrière nous adore. Parce qu'on a un dialogue social très très poussé avec les syndicats. On essaye de faire avancer les choses. On en est même à calculer, parfois, quand il y avait, vous savez, les réformes de retraite, à voir avec les syndicats jusqu'à quel taux de grévistes on pouvait s'octroyer pour ne pas arrêter les usines. Ce dialogue-là avec les syndicats, vous pouvez l'avoir uniquement s'il y a une relation de confiance. Et c'est ce qu'on essaye de vraiment travailler avec les syndicats. Et bien sûr, la notion de reconnaissance des employés. On s'est aperçu que quand un manager, dans les mauvaises usines, partait au bout de 2 ans, il y avait un pot de départ. C'était le manager. Par contre, quand il y avait un ouvrier, un opérateur de production qui avait 35 ans de carrière dans l'usine, lui, il n'avait pas le droit au pot de départ. Voilà, c'est des choses qu'on a bien sûr changées par rapport à la reconnaissance. Alors, je vais finir là-dessus. Être comptable de nos actes, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est ce qu'on essaye de faire émerger. Alors, il faut savoir que le livre qu'on va vous remettre, il n'aurait jamais dû sortir à la base. Je n'ai pas envie de faire un livre. Mais la méthode 3 qui est décrite à travers ce livre-là, il y a 12 mois, jour pour jour, il y a un très grand cabinet de conseil américain qui, au départ, voulait m'interviewer sur le thème de la sustainability. Et quand j'ai demandé des questions avant les interviews, je me suis aperçu que j'avais 40 questions sur le thème de l'E3 et que ce n'était pas une junior consultante qui devait m'interviewer soudainement, mais 5 senior partners. J'ai dit, ah là, les cocos, je vous vois venir là. J'ai annulé l'interview et j'ai écrit le livre. Le livre qui devait être uniquement en interne, mais je me suis dit, bon,
Je n'ai pas un cabinet de conseil américain n'a pas à nous piquer les idées. Au moins, on a la paternité. La méthode est déposée à l'INPI. Le bouquin il sort aux États-Unis la semaine prochaine. Et on s'est dit, au moins, il est en open AI à tout le monde. Vous en faites ce que vous voulez. Et c'est le pourquoi du partenariat avec HEC. On s'est dit, voilà, on n'a pas encore la solution complète, mais on a une voie, un chemin de traverse qui dit on peut piloter une entreprise dans une logique de sobriété écologique tout en faisant une surperformance économique et en travaillant l'engagement. C'est le partenariat avec HEC, on s'est dit voilà, on va faire un business case, on va réfléchir ensemble, on a besoin de toute la puissance d'HEC pour nous aider à aller un cran plus loin, également des étudiants, pour continuer à développer la méthode. Alors aujourd'hui, chaque entreprise chez Nexans reçoit son niveau de compatibilité. Donc vous êtes E3 compatible, bravo. Voilà, vous êtes parfait sur les 3 cercles. C'est le cas de 5 entreprises chez Nexans, 5 usines. On les félicite. Voilà, parce qu'ils sont dans une logique systémique, ils sont dans la bonne voie de la profitabilité, ils sont dans la bonne voie environnementale et leur taux d'engagement continue de monter. Après, pour faire les choses très très simples, les autres unités sont E2 compatibles. Donc soit parce qu'elles sont très bonnes sur la partie financière et sur la partie engagement, donc bravo. Donc du coup, on force le trait sur l'incentive sur l'environnement. On dit là, vous avez un problème, il va falloir le travailler. Vous comprenez la logique. Après, il y en a qui peuvent être E2 compatibles uniquement sur la partie économique et environnementale. Il y a un problème sur l'engagement, donc on va forcer sur l'engagement. Il y a E1 compatible. Il y en a qui sont que sur un cercle. Et on a les mauvais élèves. On a les E0 compatibles. Là, c'est moi qui m'en occupe personnellement, parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème managérial beaucoup plus profond. C'est un peu, et vous verrez qu'à travers le bouquin, le thème est beaucoup plus exploré, beaucoup plus élaboré, mais il est là aussi pour vous montrer qu'il est possible pour une entreprise cotée de faire de la surperformance économique sans être au détriment de l'engagement et de l'environnement. Et quand vous êtes capable de tripler vos profitabilités, de réduire votre empreinte carbone de 30%, et tout cela sans plan social, au moins ça montre qu'il y a une voie possible pour aller dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci Christopher. Donc on va passer maintenant à la phase des questions. Donc on va faire circuler 2 micros parmi vous. Juste avant que vous prépariez vos questions, que vous posiez vos questions, donc je voulais te remercier encore du fond du cœur pour montrer tout ce que tu as fait avec toutes tes équipes auprès de Nexans et avoir partagé avec nos étudiants. J'espère que ce témoignage et ces preuves qu'une nouvelle parenthèse du capitalisme européen et au-delà est possible, va vous inspirer pour tout au long de ces années parmi nous. Je voulais aussi vous signaler la présence de 2 autres personnes. Donc tu es accompagné de David Graal. Donc David a commencé Après les études de commerce, a commencé sa carrière assez classiquement chez PwC, donc PricewaterhouseCoopers, qui est donc un auditeur, fait de l'audit. Puis ensuite a été chez un de ses clients pour permettre de coter une des entreprises. Cette entreprise, c'était Contour Global, donc une société américaine qui a été cotée, pour ensuite rejoindre Nexans. Et aujourd'hui, donc, tu es le patron de l'ESG, donc de la CSR, enfin de l'ESG au sein de Nexans. Donc il peut aussi répondre à certaines de vos questions. Et puis on a aussi Sébastien Baker. Donc Sébastien Baker, qui est professeur ici à HEC en accounting, dans le département accounting, et qui est le titulaire de la chaire Nexans, le partenariat que vient d'évoquer Christopher. Donc on va circuler, on a 2 micros là qui sont en train de circuler. Christopher, si tu veux t'asseoir ou rester au pupitre, comme tu le souhaites. Et on vous écoute. Donc on a jusqu'à 12h10, 12h15 pour vous écouter. Et soit donc Christopher, soit David répondra à vos questions. Donc, il y a peut-être quelque chose, pendant que vous êtes en train de lever votre main, quelque chose quand même qui est assez remarquable et dont vous peut-être ne saisissez pas le côté exceptionnel, c'est
quand on parle de croissance, parce qu'effectivement, les analystes financiers, les opérateurs financiers comparent la croissance d'une entreprise à la croissance du marché. Et donc, quand un CEO leur dit que finalement, c'est l'EBITDA ou la performance économique de ses actifs qu'il cherche à valoriser et pas nécessairement la croissance, que ça dépend du CEO et de la stratégie de l'entreprise, les éléments, les analystes et le monde financier est très désemparé, puisqu'effectivement, on ne peut plus calculer certains types d'indicateurs, comme vous le verrez dans vos cours de finance. Donc ça implique de penser différemment la valorisation des sociétés. Donc merci pour avoir témoigné cela. Romain, première question. Déjà, merci beaucoup. Alors levez-vous parce qu'on ne vous voit pas, nous on a la lumière dans les yeux. Et voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant et très impressionnant. Mais donc, ce que je voulais vous demander, c'est... Donc, vous avez monté tout un plan pour redresser Nexans, donc, qui était presque au bord du gouffre, vous nous avez dit, en 2018. Ce que je voulais vous demander, c'est comment vous avez eu cette idée de stratégie, sachant que c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, risqué. Donc, comment vous en êtes arrivé là ? Ouais, c'est quelque chose qui a maturé dans le temps. En 2008, j'avais 38 ans et on m'a donné mon premier PNL. J'ai piloté 4 usines. Alors, le problème, c'est que je remplaçais un gars qui partait en retraite. Il avait vidé toutes les réserves. Crise financière, subprime. Les marchés sont à moins de 40%. Je me retrouve à la tête de 4 unités d'un coup. En tant que manager, 38 ans, j'étais le plus jeune, même des équipes que je dirigeais. Et le patron de l'époque de l'Europe m'a dit bon, bah, Chris, c'est simple, tu as 4 usines, il faut que tu en fermes 2 sur 4. Et je dis pourquoi fermer ? Il me dit ils perdent de l'argent, il faut fermer. Donc je dis moi, j'étais un développeur, j'étais un commercial, donc j'étais dans la logique de développement, du positif. Là, me dire voilà, patron à 38 ans, 800 employés, il faut que j'en vire la moitié. Je dis quoi, moi ? Et donc ça a été assez complexe. Alors on avait 2 usines, on avait une à Lyon qui était en plein centre de Lyon, qui était un gros problème. L'unité perdait beaucoup d'argent, c'est sûr, mais elle était en plein centre de Lyon, c'est-à-dire qu'on avait des camions de 25 tonnes qui passaient devant les écoles et les crèches, et que dans tous les cas, le maire de l'époque, Collomb, nous disait il faut que vous dégagiez. C'est plus possible. On n'a pas le droit d'avoir une usine industrielle en plein centre de Lyon comme ça. Et j'ai dit est-ce que vous pouvez nous aider à déménager ? Il dit non, vous vous démerdez. Voilà, donc pas d'aide de là. Donc on s'est dit, voilà, cette usine, d'un point de vue géographique, est condamnée. Donc on a fermé une usine. On a fermé une usine et ça a été un choc pour moi parce que j'ai un caractère empathique de manière générale. Et les managers, ils ont trouvé du boulot facilement, mais j'ai passé 3 semaines sur place à faire des lettres de référence pour des opérateurs, des opératistes de production qui n'avaient pas le bac, pour les aider à trouver du boulot. Et j'ai motivé mes RH, je veux que 100% des gens qui n'ont pas de diplôme aient un boulot dans l'année. On a atteint 90%. Mais ça a été un choc pour moi. J'ai passé beaucoup de temps avec ces personnes-là qui disent « Nous, on n'a rien demandé, nous, on veut juste bosser ». Et les autres unités qui étaient en très grande difficulté, j'ai dit « Là, c'est pas possible, J'ai dit, vous me laissez du temps. Vous me laissez du temps. Laissez-moi 6 mois, et si en 6 mois, je vous prouve qu'on redressera l'entreprise, il n'y aura plus de fermeture possible. Et c'est là que ça a commencé, en fait. J'ai été voir les managers de l'époque de ces unités qui allaient mal. Et puis je dis, mais explique-moi pourquoi ça va mal. C'était le feedback était faible. Je dis, montre-moi les indicateurs que tu utilises pour prendre des décisions tous les jours. Je me suis aperçu qu'ils n'utilisaient que 4% des données disponibles dans l'ERP. Dans les systèmes informatiques. Je dis, c'est faible quand même. Et en fait, je me suis aperçu que nos managers, ils étaient bardés de data. On a encore plus aujourd'hui. On a toutes les datas du monde, mais ils ne savent pas faire malaxer la donnée. Et en fait, il y a une vraie carence analytique. Et c'est là qu'en fait, notre programme Shift, il a commencé à émerger parce que dans les unités qui allaient mal, j'ai arrêté 4 secteurs sur 8. On a viré 35% de la clientèle, on a viré 60% des produits. Et puis, on s'est aperçu que tout s'améliorer. Donc par petites touches, en fait, le programme chez nous, qui est un programme de transformation économique qui s'appelle Shift, qui est très analytique, a été pensé à ce moment-là, en 2008, et il a maturé avec le temps. Maintenant, c'est un truc que beaucoup de consultants nous envient, parce que
On l'a testé avec d'autres entreprises. Vous me donnez avec mon équipe n'importe quelle unité dans le monde, produit industriel, peu importe, câble, pas câble, on s'en fout. En 6 mois, on vous la redresse. En 6 mois, on vous la redresse. Sans plan social, sans croissance. Donc le truc, il a énormément de valeur. L'idée, elle a germé au départ avec un livre que j'ai lu, un auteur américain, qui s'appelle Stephen Wilson, qui a une petite boutique de conseil à Dallas. Voilà, toute petite boutique de conseil. Et qui est le seul consultant au monde qui exprime cette notion de complexité depuis longtemps. Il fait attention à la notion de coût de complexité. Je l'ai fait venir en 2008. On n'a jamais travaillé ensemble. Là, on travaille ensemble, mais c'est la première fois depuis 10 ans. Et il est arrivé, je me souviens, costume, cravate, classique, le partner dans toute sa splendeur. Et il est venu avec un de ses collègues. Alors lui, il était en Bermuda, t-shirt jaune smiley, un peu Bryce the Nice, cheveux longs, blonds, il manquait plus que les tongs. Bon, il était là. Je l'écoute, il développe un peu la méthode. Puis à un moment, je prends le partenaire en aparté, je dis, tu ne vas pas m'envoyer ton gars, c'est pas un industriel, là, ton gars, là. Il me dit, non. Bah non. Je dis, alors, moi, je suis une boîte industrielle. Ah ben non, mais des industriels, tu en as plein. C'est un mathématicien. Il va te montrer ce que personne ne voit. C'est ce rendez-vous qui a duré qu'1 heure, qui a fait tilt. J'ai compris qu'en fait, que nos managers sont ancrés de certitude. Ancrés de certitude, pourquoi? Parce que généralement, voilà, l'ego crée le silo. Voilà. Ils ont un ego, ils ont développé, ils ont le statut, ils ont le salaire. Ils ont fait de belles études. Ils pensent tout savoir, comme ils ont fait de belles études, et ne cherchent pas à réapprendre les choses. Et ne cherchent pas à disrupter les choses. Et en fait, ce qu'on a montré avec cette lecture un peu plus mathématique de la problématique de profitabilité d'une entreprise, c'est que ce que j'ai appris, c'est que les patrons nous ont dit « c'est comme ça, c'est la norme, réfléchis pas, exécute ». Voilà. Pendant des années, j'ai entendu ça. Et je me suis dit « mais c'est pas possible. Si mon patron, il me file des unités qui ne performent pas, c'est que c'est un mauvais patron. Il y a un truc. Donc je ne vais pas l'écouter. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher avec mon équipe des chemins de traverse. On a testé. On s'est dit, voilà. Et on est rentré dans cette logique un peu mathématique. Aujourd'hui, notre programme économique, notre transformation économique, quand un manager classique utilise 4% de données, nous, avec notre programme Shift, on utilise 20%. Au-delà de 20%, c'est du big data et l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on est en train de développer avec Microsoft. On est en train d'aller plus loin parce que techniquement, on est capable de redresser n'importe quelle entreprise dans le monde, peu importe sa situation financière, en moins de 6 mois, 12 mois, globalement, grâce à ces approches analytiques. Il y a une vraie carence analytique dans le monde de l'entreprise. Travaillez dessus. C'est mon conseil, travaillez dessus. Ils vont vous parler de logiciels. On a foutu des millions dans la data, dans les logiciels d'extraction de la data. Ça, on a mis du fric dessus. Le problème, c'est que nos équipes ne sont pas formés à piloter cette donnée qui est soudainement hyper accessible. Et elle est là, la carence du monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on profile les clients, on profile les empreintes carbone? C'est de la donnée. On ne fait que travailler de la donnée. Donc ça, c'est ce qui nous a petit à petit aidé à construire la transformation de l'entreprise et ce qui fait qu'on a aujourd'hui un modèle assez unique. Je l'ai vu, alors je ne connais pas toutes les boîtes du monde, je l'ai vu à peu près l'équivalence dans une boîte américaine qui s'appelle ITW, qui a à peu près la même approche analytique que nous. Mais on a une équipe de transformation leader de 20 personnes, moyenne d'âge 30 ans, des analystes, on les forme à la donnée et ils arrivent en support à nos managers, on dit voilà, nous on a bossé la donnée, voilà la réalité économique, opérationnellement économique de votre entreprise, pas la réalité comptable. La réalité opérationnelle économique. Parce que quand vous regardez un PNL financier, la notion de coût de complexité dans la norme comptable n'existe pas. N'existe pas. Vous avez bien les coûts variables, vous avez bien les coûts fixes, mais pas les coûts de complexité. Et c'est ce qu'on fait émerger, notamment à travers la donnée. Voilà. D'autres questions ? Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation. J'ai une question tournée sur le management, puisque vous avez réduit de 80% vos clients.
Ça doit représenter une perte de chiffre d'affaires colossale, même si vous avez augmenté votre profitabilité. Comment gérer, puisqu'il y a des employés donc, qui n'avaient plus de clients à gérer, comment ces employés ont pu rester dans l'entreprise si j'imagine que vous n'avez pas licencié de personne? C'est une bonne question. En fait, le nombre de clients est impressionnant à travers 80%, mais en termes de volume, c'est 15%. 15%, les 80% de clients supprimés représentent 15% du volume de chiffre d'affaires. Donc on ne parle pas de 80% du volume de chiffre d'affaires, on parle de 15% du volume de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le programme s'appelle Shift, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé du mauvais cholestérol. Ces clients, 13 000 clients étaient mauvais cholestérol. Et on a libéré la capacité pour nos clients bon cholestérol. Et en fait, il y a eu de la croissance quelque part. Vous ne la voyez pas sur les chiffres d'affaires. Mais il y a eu un mouvement de moins 15% et plus 12%, de moins 15% de mauvais cholestérol et plus 12% sur le bon cholestérol. Donc en fait, les niveaux de charge des unités sont restés un peu plus basses. On a moins d'intérim, mais elles n'ont pas impacté l'emploi. Voilà. On a toujours assuré qu'on n'impacte pas l'emploi. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc nos clients Platinum sont beaucoup plus importants aujourd'hui que ce qu'il était auparavant. Donc il fallait 17 000 clients pour faire 100% du chiffre d'affaires de Nexans en 2019. Maintenant, on n'a plus que 4 000 clients pour faire 100% du chiffre d'affaires en 2023 de Nexans. Bonjour. Bonjour. J'ai eu l'impression en vous écoutant que, en gros, les actionnaires vous ont un peu laissé faire votre transformation puisque vous aviez en parallèle des bons résultats économiques. Oui. Et donc ma question c'était, est-ce qu'on peut imaginer une telle transformation écologique si on n'a pas forcément des résultats économiques qui suivent? Et est-ce que vous avez déjà eu à gérer des conflits en termes de stratégie avec les actionnaires qui ne seraient pas d'accord forcément sur certaines décisions qui ne seraient pas forcément les plus profitables, mais plutôt écologiques? Très bonne question. Alors, si vous êtes une entreprise familiale, que vous n'êtes pas régi par le monde de la finance, la financiarisation très court-termiste, vous pouvez faire des choses dans le domaine environnemental qui peuvent être au détriment du profit. Voilà, du moment que la famille qui est derrière l'entreprise vous soutienne. Dans une boîte cotée, c'est impossible. Vous pouvez me mettre tous les incentives du monde. Moi, je suis payé sur le cours de bourse. Et le cours de bourse, il n'y a pas de profitabilité, vous êtes à la cave. Donc, non, c'est pour ça que le modèle, on a vu beaucoup de bouquins qui poussent la sustainability, mais qui ne parlent pas de profit. Mais je veux dire, un patron aujourd'hui d'une boîte cotée, déjà la durée de vie d'un CEO d'une boîte cotée, c'est 4 ans, de manière générale. Parce que le job épuise, parce qu'il faut être sur les marchés financiers tous les trimestres, voire tous les mois, et on se fait challenger, comme vous allez vous faire challenger par des profs, quoi. Sauf que quand je vais à New York et je me fais challenger par un BlackRock, s'il vend les 4 millions d'actions qu'il a ou les 2 millions d'actions, ça va faire mal, quoi. Donc il faut qu'on soit bon tout le temps. Malheureusement, moi qui suis en roadshow permanent, je vois 500 investisseurs par an, 90% des questions sont purement économiques. Uniquement 10% des questions sont sur le thème environnemental. Social, pas de questions. On a même perdu un très gros investisseur français, dont je ne peux pas dire le nom, à notre Capital Market Day, notre journée investisseur. On a présenté la vue en 2021 à 10 ans et nos objectifs à 3 ans. Vous êtes obligé de présenter des objectifs. On l'a perdu parce qu'il n'y avait pas le mot restructuration. Il dit « je vous quitte parce que vous ne travaillez pas vos frais fixes ». Mais je dis « ce n'est pas votre problème, ça. Ce n'est pas votre problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre objectif de profitabilité ?» Il dit « oui, on n'est pas d'accord avec la méthode ». Mais je dis « mais la méthode, ce n'est pas votre problème. » On a perdu un autre actionnaire à Londres parce qu'on n'avait pas mis de taux de croissance volumique. Mais je dis « ce n'est pas votre problème. » Moi, mon problème en tant que dirigeant, c'est de rendre l'entreprise rentable et m'assurer que cette rentabilité ne soit pas au détriment du social et de l'environnement. Point barre. Donc, ce qu'on a fait, parce que ça m'énervait un peu, de me prendre des remarques comme ça, c'était un peu régulier, quoi. Donc en fait, on a classifié nos investisseurs. Platinum, Gold, Silver. Voilà. Et je dis, moi, je veux que des Platinum. Je veux que des investisseurs qui pensent
économiques, environnementales et sociales comme nous. Et il y en a. Et il y en a beaucoup. Et je ne vois que cela. Et les LED, je les donne à mon équipe. David, il va voir les LED, il se démerde. Mais moi, je passe plus de temps. Donc je veux que mon temps utile soit avec des investisseurs qui pensent comme nous. Et alors, pensez pas qu'ils sont français. Hein. Détrompez-vous. Hein. J'ai actuellement la base d'investisseurs qui est le plus dans le modèle que je vous présente, elle est à New York. Ah, ce n'est pas le Midwest américain, on n'est pas du côté de Donald Trump, mais on est à New York. Ils adorent. C'est pour ça que le bouquin il sort en anglais, parce qu'ils adorent l'E3. Comme les Américains actuellement sont en train de faire une politique un peu anti-ESG, ils se disent, mais putain, il faut qu'on pense environnement, il faut qu'on pense social, mais pas comme la Commission européenne. Là. Il y a le patron, le CEO de PayPal, qui a dit le ESG à l'européenne, c'est une nouvelle forme de communisme. Donc, les Américains recherchent une voie pragmatique à l'ESG. Il dit il faut qu'on aille sur le thème de l'ESG, l'environnement et le social, mais il faut qu'on le fasse à la méthode américaine. Simplicité et pragmatisme. Donc il est en train de se passer des choses actuellement aux États-Unis qui sont très intéressantes et qui vont bien sûr forcer les entreprises à aller dans le bon sens. Mais voilà, le monde de la finance est un monde complexe. Il ne bouge pas vite. De manière générale, ça ne bouge pas vite. Heureusement qu'il y a quelques investisseurs de grands noms qui sont en train d'émerger avec cette vision holistique, E3 compatible, et c'est cela qu'on target. Merci de votre question. Bonjour. Bonjour monsieur. Attendez, une question au fond là-bas. Bonjour monsieur, pardon. Merci beaucoup de votre présentation. Moi j'avais une question. Au moment où vous disiez que vous aviez restructuré ce que vous proposiez et que vous aviez lâché des clients, sur votre diapositive, il y avait marqué que vous alliez alimenter la concurrence en complexité, en lâchant la vôtre. Ouais. Moi je voulais savoir comment est-ce que, au moment où vous arrivez, où vous faites ça dans une entreprise qui donc visiblement ne va pas très bien, ouais. Vous êtes sûr que ce que vous allez faire, c'est un cadeau empoisonné à la concurrence, alors qu'on pourrait se dire, vous allez leur envoyer des clients et donc participer à la croissance de la concurrence? Alors ça, c'est une bonne question. Les 30 critères qui font que le client est considéré bon cholestérol ou mauvais cholestérol, il n'est pas propre à Nexans, il est propre à notre industrie. Donc il n'y a aucune raison qu'un mauvais cholestérol soit bon cholestérol chez les autres. C'est des critères qui sont propres à notre secteur. Et qui sont d'ailleurs propres à plein de secteurs. Vous savez, c'est des ratios, c'est des choses très très simples. Ce n'est pas propre à l'industrie du câble. Donc, déjà quand le client est dans le mauvais côté, c'est la direction générale du groupe qui envoie la lettre au client. Cher client, merci de votre fidélité. À partir d'un lundi, les prix augmentent de 50%. Pourquoi? Parce que surtout pas laisser la main au vendeur qui, lui, ne supporte pas de perdre des clients. Lui, pendant des années, on lui a demandé d'aller chercher des nouveaux clients. Donc lui, si vous lui dites qu'il faut augmenter les prix, il va faire 1,5%, il va faire un rabais de 3%, hop, ni vu ni connu, le client est toujours là. Donc ce qu'on veut, c'est nous éradiquer ces clients. Pour réduire la complexité, parce que si fondamentalement la complexité du nombre de clients n'est pas réduite, on n'a pas cette libéralisation du cash qu'on a vu au sein de nos unités, parce que c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est un peu intéressant, bon ça c'est un peu machiavélique, c'est qu'on est comparé par rapport à nos concurrents, c'est que vous gonflez en bon cholestérol, parce que du coup, la capacité que vous avez libérée, vous la libérez qu'au client Platinum. Donc, plus les mois passent, plus votre ratio s'améliore, et vous alimentez votre concurrence en mauvais cholestérol, donc la productivité chute. Ils ne voient pas, ils n'ont pas la même logique que vous, parce qu'ils sont moins analytiques que vous, et ils ne voient pas qu'au petit à petit, on a pas mal de concurrents italiens là, qui sont au bord du gouffre, qu'on va potentiellement racheter, parce qu'on les a alimentés en mauvais cholestérol. C'est un peu machiavélique. Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question par rapport aux indicateurs. J'ai l'impression que vous avez développé l'idée que la multiplication des indicateurs était peut-être néfaste à l'entreprise. Tout à fait. Mais dans le même temps, vous développez vous-même certains types de mesures que je ne sais pas si vous les appelleriez des indicateurs, mais si. Par exemple, vous aviez un tableau où il y avait le taux de production de CO2 par rapport à la rentabilité. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez pour mieux mesurer justement la performance de l'entreprise? Est-ce que c'est une suppression de l'indicateur en tant que tel ou c'est de penser de nouveaux indicateurs? C'est une très bonne question. En fait, quand on a fait le point de notre tableau de bord de manière générale, on s'est aperçu qu'on avait 550 indicateurs.
Les RH sont venus avec leur batterie d'indicateurs, les financiers avec leur batterie d'indicateurs, les commerciaux avec leurs indicateurs, la production avec ses indicateurs, la supply chain. Chaque fonction arrivait avec une vingtaine ou une quarantaine d'indicateurs, mais propres à la fonction. Et il n'y avait aucune logique systémique, c'est-à-dire que c'est des indicateurs qui étaient en silo. Et vous avez un très bon livre qui s'appelle Le Goal, le but des Legal Rights. Et Legal Rights, c'est un physicien israélien qui a créé un bouquin, un roman en 1982 qui n'a pas trop marché en France, mais qui est le best-seller aux États-Unis et en Asie, et qui explique justement la logique de la systémie. Il dit l'objectif d'une entreprise, c'est de faire des profits. Ok, c'est ça l'objectif. Voilà. Le seul indicateur que vous ayez en tête, c'est le bottom line. Après, le reste, faites attention. Vous allez créer des optimums locaux qui sont peut-être au détriment de l'optimum global. Donc aujourd'hui, maintenant, on tourne à peu près avec une quarantaine d'indicateurs. Le seul objectif, c'est que déjà, réduire la complexité par le nombre d'indicateurs, vous virez énormément de batterie, il faut que l'indicateur corresponde au moins à 2 pans de l'E3. Par exemple, on met en perspective, on a fait nos clients Platinum dans une logique économique d'abord. Donc on a calculé les retours sur capital employé par client. Donc ça, c'est très financier. On l'a toujours, ça. Par contre, maintenant, on couple le retour sur capital employé avec le retour sur carbone employé. Est-ce que ce client est bon également par rapport à la partie environnementale? C'est ce qu'on fait avec le Maroc actuellement. Il dit, bon, il y a des clients qui sont profitables d'un côté, mais est-ce qu'ils vont dans le bon sens pour vous d'un point de vue environnemental? Et maintenant, un vrai client Platinum, il doit être bon sur l'axe environnement et sur l'axe environnemental. Donc voilà un indicateur qu'on appelle ROCE au carré, c'est-à-dire retour sur capital employé couplé avec retour sur carbone employé, et on force nos unités, par exemple, à ne plus livrer au-delà de 800 km de distance, dans un rayon de 800 km. Il dit en 2024, si vous avez encore un chiffre d'affaires qui est supérieur à 800 km de votre rayon de production, de livraison, on va vous mettre une taxe carbone de 200 € la tonne. Voilà, c'est une fausse taxe, une taxe interne, mais on va impacter vos profits. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à livrer à longue distance. Nous, on est au Maroc pour le Maroc, on est en Chine pour la Chine, on est en France pour la France, local for local. Donc on force toutes nos unités à aller dans ce sens-là. Il n'y a que l'activité haute tension sous-marine avec un bateau qui est installé à travers le monde qui a une autre vision des choses, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais tout le reste, on est en local for local. Donc moins d'indicateurs, mais des indicateurs systémiques, c'est-à-dire qui résolvent plus que, qui vont au-delà d'une simple fonction. Voilà, c'est un peu l'objectif. Une dernière question. Moi, j'ai 2 questions. Allez-y. Vous avez parlé des contraintes imposées par la finance. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à trouver des modèles alternatifs de financement? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réorganisé la supply chain pour qu'elle soit plus verte, notamment, et qu'elle réduise les coûts de complexité? Merci. Question complexe, là. Non, financement alternatif, non, c'est compliqué. On a du support. Beaucoup d'États actuellement dans le monde sont prêts à financer des usines complètes. Aux États-Unis, avec le plan Biden actuellement, vous pouvez, le plan Biden peut vous faire venir aux États-Unis dans un État et financer 100% de la construction d'une nouvelle usine. La construction d'une nouvelle usine, c'est à peu près 600 millions de dollars. En France, on vous propose 10%. C'est pour ça qu'actuellement, il faut que l'Europe se réveille un petit peu parce que les Américains sont en train de draguer les acteurs européens big time. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est vachement plus avancé en Europe sur la transition écologique. On a beaucoup appris de l'Angleterre. On met le Royaume-Uni, on a un peu banni le Royaume-Uni, mais actuellement, la plus grosse puissance de ferme éolienne au monde, elle est au Royaume-Uni. On a tous appris grâce au Royaume-Uni. Vous regardez des boîtes comme Ørsted, comme Equinor, même comme Total Énergie sur la partie renouvelable, Iberdrola, on a tous appris grâce au Royaume-Uni, qui a déjà posé 16 gigawatts de puissance de ferme éolienne dans le monde. Et du coup, les boîtes européennes sont vachement plus avancées que les boîtes américaines. Par exemple, on est la seule boîte aux États-Unis qui fait des câbles sous-marins. Parce qu'avec la topographie américaine, il n'y a pas besoin de câbles sous-marins. Donc aujourd'hui, si vous voulez un câble qui relie une ferme éolienne à la Terre, une ferme éolienne en mer à la Terre, il n'y a que Nexans qui peut vous proposer un produit
pensés, designés, manufacturés par les Américains. C'est pour ça qu'on a 70% de part de marché de toute la côte est américaine et 100% de l'État de New York. Parce que si ce n'est pas Nexans, ça sera un Européen livré d'Europe. Nous, on produit en local. Donc il y a des financements alternatifs qui sont en train d'émerger, plutôt en support, mais il faudrait quitter le monde de la bourse pour vraiment basculer les choses. Alors, vous avez beaucoup de radicaux écologistes. J'ai eu un grand débat avec Timothée Parric récemment, qui prône à mort la décroissance, la semaine de production de 4 jours, etc. C'est bien, mais c'est un peu sclérosé. C'est que lui, il est en dehors du système. Je dis, viens faire fonctionner une boîte de 8 milliards. En faisant bosser les gens 4 jours par semaine. Déjà qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, il y a un moment donné, je ne vais pas les payer 7 jours s'ils ne bossent que 4. Je peux pas, il prône que les boîtes cotées se transforment en coopératives. OK. Alors moi, je vais vendre 1000 exemplaires de mon livre. Lui, il va en vendre 20 000. Parce que ça plaît. Mais globalement, c'est purement théorie. C'est juste impossible à faire. Donc actuellement, le but de Nexans aujourd'hui, en tant que dirigeant et avec mes collègues, c'est nous, on est au sein du vortex. C'est complexe. On essaye de faire bouger des choses au sein du vortex. Ça marche, parce qu'on n'est pas tout seul. On a Jean-Pascal Trécoire chez Schneider qui fait bouger les choses. Vous avez les Américains qui sont en train de faire bouger les choses. Les Européens également. Donc ça bouge, ça bouge. Mais autant être au sein du vortex plutôt qu'à côté, à critiquer quelque chose que vous ne pourrez pas changer si vous n'êtes pas dedans. Voilà, sur la partie supply chain, c'est un peu plus large. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le fait qu'il y ait moins de clients à servir, qu'il y ait moins de produits à livrer, fait que la supply chain s'est complètement libérée. Les temps de production ont été divisés par 3, les temps de livraison ont été divisés par 8, et le cash s'est complètement libéré, et la fonction est de dire on respire grâce à la réduction de complexité, on respire. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous demander de vous lever pour que je fasse un petit selfie. Allez, souriez quand même. Merci Chris, c'était je pense formidable.